Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau live, ce nouvel atelier du Club des Stratèges dans lequel on va parler pendant les 10 prochains ateliers, alors qui seront, quand vous regardez en live, ce sera entrecoupé d'autres choses, mais on part sur une session de 10 vidéos sur la thématique du leadership. On en avait déjà parlé, rappelez-vous, il y a quelques mois. Je vous avais dit que c'était un peu mon objectif du moment, de bosser sur... c'était même l'année dernière, en fait, sur le bilan de l'année dernière, sur 2021. Et sur l'objectif 2022, c'était ça, c'était de bosser un peu sur cette thématique-là, de c'est quoi être un bon leader, c'est quoi d'être capable de manager une équipe et se manager soi-même. Et c'est pas lié que à des trucs de grosses boîtes ou de gestion d'équipe. C'est un truc qu'il faut connaître pour sa vie de tous les jours. Pour la petite histoire, donc ce cycle de conférences est directement... Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Et directement inspiré de ce bouquin qui existe en version print, en version web, que vous voyez ici à l'écran. Petit bouquin qui se lit assez rapidement, qui fait 140 pages à peu près, ouais, 145 pages, que j'ai sorti là il y a quelques semaines, même quelques jours en fait, quasi, parce que, ouais, ça fait 2 semaines, 10 jours, 10 semaines, 2 semaines. Et en fait, dans ce livre, je parle de 10 concepts qui permettent d'être plus efficace, plus productif, plus heureux, plus tout ce qu'on veut, à travers ce qu'on peut tirer des expériences de personnes vraiment intéressantes qui ont vécu des choses assez incroyables. Donc, il y a des militaires, il y a des gendarmes, il y a des entrepreneurs, des industriels, des créateurs, des photographes aussi. En gros, des gens qui sont inspirants, qui ont vécu des trucs assez incroyables et qui permettront de mieux comprendre certaines choses et d'appliquer ça à sa vie de tous les jours. D'autant plus quand on est entrepreneur. Euh, D'autant plus quand on est entrepreneur. Ça tombe bien, vous êtes tous entrepreneurs. Le premier atelier, donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le premier concept, probablement un des plus importants, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, c'est l'humilité. C'est quoi l'humilité? C'est quoi, concrètement, c'est quoi? Et pourquoi c'est important et comment on fait pour faire preuve d'humilité? Il y a plein de concepts dans ce bouquin qui vont vous sembler parfois un peu, comment dire, un peu ésotériques, un peu manichéens. Ce que je peux vous garantir, c'est que derrière ce qui est écrit et ce qu'on va rajouter en plus dans ces ateliers-là, c'est loin de l'être. Vous me connaissez un peu maintenant, je suis assez pragmatique et on va aller au-delà des définitions, au-delà des concepts abstraits. Et le truc intéressant à noter, c'est que ce cycle de conférences est vraiment complémentaire au bouquin. Et plus j'y réfléchis, et quand j'ai créé les slides pour les webinaires, je me suis rendu compte que je ne suis pas allé assez loin dans l'écriture du bouquin. Donc, de toute façon, c'était sûr que j'allais faire une deuxième édition, peut-être dans un an ou deux, en y ajoutant d'autres choses. Mais en tout cas, là, on commence, on réfléchit ensemble. On va enrichir ça aussi de vos questions, de vos remarques. Euh, Vous allez un peu être les correcteurs quelque part de la prochaine édition. Il y a des choses qu'il faudra peut-être enlever, des choses qu'il faudra peut-être rajouter. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à avoir un esprit critique et en même temps, soyez ouverts, hein, soyez comme vous êtes déjà depuis un petit moment, c'est-à-dire ouverts au changement, ouverts aux nouvelles idées, euh, aux nouveaux points de vue, aux nouvelles visions. OK? Let's go? Tout le monde est OK avec ça? OK. Pensez bien à mettre tout le monde dans le chat quand vous écrivez. Alors, l'humilité. Un truc dans ce bouquin, le premier truc que je commence à chaque partie, à chaque rubrique, c'est de donner une anecdote. J'écris une anecdote personnelle que j'ai vécue en reportage, soit avec l'armée, soit pas forcément d'ailleurs. Il n'y a pas que de trucs avec l'armée. Il y en a beaucoup parce que forcément, c'est un peu la thématique. Le leadership, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les militaires, dans un cadre hiérarchique avec un leader, avec quelqu'un qui doit prendre le commandement.
D'ailleurs, petit spoiler, il y a une partie sur le commandement et sur le management. C'est assez intéressant. Ça permet de comprendre comment on fait pour diriger. Et c'est pas forcément, encore une fois, que dans un cadre strictement militaire ou même qu'entrepreneurial. Dans votre famille, comment vous faites pour gérer une famille? Même si vous n'avez pas à manager votre famille de la même façon qu'un militaire va manager des soldats, quand vous avez des gamins, à un moment donné, il faut être aussi être capable d'être dur, souple, flexible, et en même temps ne pas laisser faire n'importe quoi. Donc la première anecdote que je raconte dans le bouquin et que je vais déployer un petit peu ici, c'est la marche KB, la marche képi blanc. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers, on parle de la Légion étrangère. La Légion étrangère, l'autre nom des légionnaires, c'est les képis blancs. Rapport du coup, ce képi qui est blanc, là où la plupart des képis dans les armées sont plutôt noirs. Et en fait, c'est devenu un symbole, une appellation. En gros, les légionnaires, quand ils s'engagent, au bout de un mois et demi, ils font une marche qui est très longue, qui fait entre 50 et 60 km, avec des sacs lourds, avec du relief, comme on peut le voir sur les photos, des trucs un peu chiants, sur 1 ou 2 jours. Et à la fin, s'ils arrivent jusqu'au bout, bon, en général, ils y arrivent, hein, il n'y a pas vraiment la place pour l'abandon, hein, c'est ça qui est bien avec les marches militaires. C'est pas comme la rando du week-end où quelqu'un fait la gueule et veut arrêter derrière. Bon, là, on avance quand même assez vite, hein, c'est ça le concept. Et à la fin, on obtient son képi blanc. Bon, pour la petite histoire, j'ai eu le mien aussi. Il est dans la rédac de Défense Zone, en déco. Et, et c'est pour les légionnaires, c'est un honneur d'avoir ce képi blanc. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on commence à les appeler des légionnaires. Parce que maintenant, ils ne le sont pas. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote sur le leadership? Parce que quand on fait une marche militaire, au-delà de l'aspect physique, sportif, de dépassement de soi, etc., qui est assez intéressant, c'est comme faire un trail, un ultra trail sans être vraiment préparé. Comme on peut voir sur les photos, ça défonce les pieds, les articulations et on marche en crapaud pendant 4 jours après. Mais on ressent quelque chose d'assez unique derrière. Quand on a fini, on se rend compte qu'on a réussi à faire un truc que peu de gens feront dans leur vie, un peu comme quand on finit un marathon ou quand on fait un truc assez intense en termes de projet sportif. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la leçon que moi j'en ai tirée sur la gestion des légionnaires par le leader de ce groupe-là, qui était le lieutenant, le chef de section. Ceux qui connaissent un peu l'armée, vous avez au niveau des groupes, vous avez des binômes dans l'armée. Ensuite, au-dessus, c'est une équipe, 3, 4, 5 bonhommes. Ensuite, c'est un groupe, 10 mecs à peu près, hommes ou femmes. Dans la Légion, il n'y a que des hommes. Et ensuite, au-delà, 20, 30, c'est une section. Et du coup, à chaque fois, il y a toujours un leader qui gère ce groupe, ce petit groupe qui devient grand. Et à partir à partir de la section, c'est souvent principalement des officiers, des lieutenants. Et là, dans la Légion, surtout en instruction, ça peut être des sous-officiers. Donc là, pour le coup, c'était un sergent-chef qui, au final, n'est pas très gradé, mais qui avait beaucoup d'expérience. Ça faisait 20, 25 ans qu'il faisait ce métier. C'est un mec qui a un charisme important, qu'on écoute quand il parle. Et au-delà d'être très sympa, c'est quelqu'un qui m'a appris pas mal de choses sur le leadership, sur le charisme, sur le leadership, sur comment on fait pour fédérer des gens et comment on fait pour éviter que les gens ils râlent, ils aient envie d'abandonner, euh, ils croient pas en eux, ce genre de truc. C'est un peu, on ne peut pas faire de magie, hein, même lui il ne pourra pas faire de magie, mais c'est quoi les petits secrets qu'il peut y avoir derrière? Et ça se voit pendant une marche parce que quand les gens commencent la marche, ils sont déjà fatigués parce qu'ils ont déjà fait des marches avant. Et là, c'est le plus gros effort qu'ils vont faire dans leur vie jusqu'à maintenant. La plupart, ils n'avaient pas vraiment fait beaucoup de sport dans leur vie. Ils sont jeunes, certains. Ils viennent de pays étrangers, ils ne parlent toujours pas français. Là, on leur dit, OK, tu marches. Pas besoin de connaître beaucoup le français pour comprendre ça, mais c'est une épreuve, quoi. Et le leader, le chef de section, s'il veut être respecté, s'il veut faire en sorte que tout le monde arrive à destination et en bonne santé, quoi, pas flingué, blessé, etc., ou à moitié en train de vomir par terre, ça peut arriver.
il doit montrer l'exemple. Il doit faire preuve d'exemplarité et il doit faire preuve d'humilité. Et ça veut dire que c'est lui qui est devant tout le long. C'est lui qui donne le rythme. Et je peux vous garantir, le rythme, il le donnait bien, quoi. Il le donnait bien. Et c'est un mec qui avait de l'expérience, qui pour lui, c'était pas la première fois, et il a fait des choses beaucoup plus hardcore que ça, donc c'était pas très compliqué. Mais mine de rien, quand vous faites 50 bornes et quand vous faites la Sainte-Victoire au pas de course, pour ceux qui connaissent à côté à côté de Aix-en-Provence, c'est un peu vénère quand même. Et malgré le fait que c'était le cadre le plus haut dans la hiérarchie à ce moment-là, il a eu l'humilité de cacher les moments où il avait mal. Alors moi je le sais parce que j'étais souvent à côté de lui, on discutait, etc. Il y a beaucoup de moments où il avait envie d'arrêter, quoi. Ça le saoulait. C'est même pas forcément que c'était dur ou quoi, c'est que ça le gonflait. Parce qu'il n'arrêtait pas de le faire, ce schéma, enfin de refaire des marches et tout. Ça le gonfle, quoi. Mais il sait que c'est important pour lui et pour les autres de continuer un effort et de ne pas montrer aux autres qu'on souffre, qu'on en a marre, qu'on va arrêter. Pour ça, il faut réussir à être vraiment humble. Prendre sur soi et être humble. Donc voilà pour une petite anecdote qui débute ce chapitre, cette partie. Pourquoi on s'intéresse à l'armée? Pourquoi on s'intéresse au système militaire pour parler de leadership et qu'est-ce que ça va expliquer sur la vie d'entrepreneur et sur la vie personnelle et les différences qu'il peut y avoir. Déjà, les premières différences, c'est que les armées sont structurées sous forme pyramidale, okay, comme des boîtes, comme pas mal d'autres institutions, avec un escalier social. On ne va pas trop parler d'ascenseur social parce qu'il faut quand même escalader le truc par moment. C'est pas le truc genre vous êtes resté longtemps au même poste, du coup on vous augmente et vous passez un truc au-dessus. Ça dépend les endroits, mais en tout cas, dans beaucoup de régiments, beaucoup d'unités, il faut quand même cravacher pas mal, passer des épreuves qui sont assez importantes. Le truc important, c'est qu'il y a quand même des barrières à l'entrée. Il faut passer des épreuves, il faut passer des tests, il faut passer des concours, il faut être bien noté pour passer d'un poste à l'autre. Et tout ça, c'est institutionnalisé. C'est un peu comme si vous voulez rentrer dans la fonction publique, il va falloir passer les concours de catégorie A, catégorie B, etc. Il faut un peu potasser, quoi. C'est pas si simple que ça. Et ça, c'est la différence majeure avec l'entrepreneuriat et la vie d'indépendant, de photographe indépendant, par exemple. C'est que dans votre vie de tous les jours, dans votre métier, la plupart vous êtes photographe, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de notation, et surtout, il n'y a pas de limitation à l'entrée. Il y a une vraie, et ça c'est assez cool, il y a une vraie méritocratie, dans le sens où ceux qui survivent, c'est les meilleurs. Alors attention, je ne dis pas que ceux qui survivent, c'est les meilleurs photographes, artistiquement parlant, d'accord? Il y a des gens qui vivent très bien de la photo et leurs qualités photographiques peuvent être discutables, même si, attention, ça reste ultra subjectif de dire ça. Je ne fais aucun jugement de valeur et vous ne devriez pas en faire non plus. Humilité, toujours. Là où justement l'humilité va servir, c'est de se dire, cette personne, je n'aime pas son travail, je trouve qu'elle fait de la merde, globalement, d'accord? C'est mon droit de penser ça, comme vous êtes dans un restaurant, on vous sert à manger, le truc n'est pas bon, vous n'avez pas à dire, ce truc est dégueulasse, vous allez dire, je n'aime pas, d'accord? Si à côté de vous, en plus, il y a plein de gens, le resto, il est blindé, les gens, ils réservent depuis super longtemps, c'est bien qu'il y a quelque chose qui fait que les gens aiment bien, mais pas vous. Et c'est là où c'est important de se remettre en question, de se dire, OK, non seulement pourquoi moi je n'aime pas ça, pourquoi je ne suis pas sensible à ça, mais pourquoi lui il est encore là et continue à vendre des trucs. Parce qu'il a des qualités autres que ça, qui font que, vous le savez en plus tous, vous êtes tous photographes quasiment, il ne suffit pas d'être bon photographe pour vivre de la photo. Ça ne suffit pas. Si ça suffisait, ça serait la merde, parce qu'on est beaucoup à être quand même assez doué avec un appareil photo. Maintenant, les appareils photo, il n'y a même plus vraiment de challenge ou de difficulté technique. Okay. Par contre, monter une boîte, remplir un trésor, maintenir un chiffre d'affaires intéressant, être en croissance, trouver des clients
communiquer, etc. Ça, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas simple. Ça se fait pas tout seul. On peut se demander si tout le monde peut être un leader. Est-ce que tout le monde peut y arriver? Est-ce que tout le monde, un peu la même façon, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Vous savez, cette phrase que beaucoup de gens se posent je vous ai cité, enfin, je vous parle ici de Marc Simoncini. Marc Simoncini, ça vous parle? Vous connaissez? Entrepreneur là, qui est connu maintenant du grand public parce qu'il fait l'émission à la con là, sur M6, là, qui va être mon associé. Mais à la base, ce mec, c'est surtout le fondateur de Mythique. C'est un mec qui a créé pas mal de boîtes. C'est un vrai entrepreneur, quoi. C'est un mec, il est bon dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Et puis, il avait sorti un truc sur un plateau télé pour dire que tout le monde peut être entrepreneur. Il a vite été repris par plein de gens qui disaient non, tout le monde peut pas être entrepreneur. Euh, le, le truc, c'est que ça demande, être entrepreneur, être leader, ça demande des qualités que, on va dire, la plupart des gens peuvent obtenir, mais que la plupart des gens n'obtiendront pas de la même façon, à la même vitesse, et peut-être certains n'auront pas envie de les chercher, en fait, ces qualités-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent l'objectif, qui veulent le rendu, le résultat, sans ce que ça implique, sans le prix. C'est un peu... tout le monde aimerait avoir le dernier iPhone, la dernière Tesla, le dernier je sais pas quoi. Ça vous fait pas rêver, peut-être que c'est autre chose qui vous ferait rêver. Tout le monde va avoir la plus belle maison, les plus belles études pour ses enfants, etc. Ok, on est d'accord, tout le monde veut ça. Mais combien de gens se donneront vraiment les moyens de le faire? Peu de gens. Ben, tout le monde aimerait être un bon entrepreneur, un bon leader, tout le monde aimerait être charismatique, tout le monde aimerait être capable de convaincre n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand plutôt, mais tout le monde n'est pas prêt à avoir la maturité nécessaire, la résilience nécessaire, l'intelligence nécessaire. Ce que je vous ai noté ici, il y a plein de trucs. La passion, l'envie, l'abnégation, le courage, et on pourrait continuer longtemps. Là, après, on tombe dans le poncif, mais c'est important. Et le mot-clé, c'est courage aussi. Ça fait un peu vieux qu'on de dire ça, mais aujourd'hui, on vit dans une société où le courage, c'est pas souhaité, en fait. Enfin, c'est pas appris aux gens. On est dans une société de lâches. Euh, c'est même plus une société d'individualistes, c'est une société de lâches. Quand vous regardez la vidéo là, qui a tourné en boucle, la dernière attaque au couteau devant une gare à Paris, vous voyez un mec par terre en train de mettre des coups de couteau à un mec, et à côté, vous voyez un type passer, sortir avec les écouteurs, et puis il regarde, et puis il continue de tracer. Comme si quelqu'un lui demandait des thunes à une clope, quoi. Le mec, il se barre. C'est- Ça, c'est le cas extrême. C'est le cas extrême, malheureusement. Et, mais en fait, tous les jours, tous les jours, toujours, toujours, sans avoir des actes de violence, on fait face à des actes dénués de courage de la part des gens. Les gens vous trahissent, les gens vous lâchent, les gens vous abandonnent, les gens ne respectent pas leurs engagements, les gens vous respectent pas non plus et se respectent pas non plus, quoi. Et, et en fait, le simple fait de réussir à comprendre que c'est une notion qui est importante, que c'est une valeur, une notion importante pour vous, le courage, fait de vous un bon leader dès le départ. L'autre truc, c'est qu'on le veuille ou non, il faut un minimum d'expérience pour être un chef. Il faut une certaine expertise. Euh, le truc cool, la bonne nouvelle, c'est que vous serez toujours l'expert de quelqu'un. D'autant plus que quand vous êtes dans un secteur où la plupart des gens autour de vous, la plupart de vos concurrents ou ouais, des gens autour de vous veulent les résultats sans avoir à payer le prix ou faire des efforts, en fait, c'est plus simple pour vous. C'est encore plus simple parce qu'il suffit juste de faire les efforts que les autres n'ont pas envie de faire et vous devenez l'expert de ces gens. Vous passez au-dessus. Vous voyez l'idée? D'autant plus qu'aujourd'hui, tout est accessible en ligne. Tout, tout, quoi. Tout est accessible. Là, ce bouquin, j'ai passé plusieurs semaines à l'écrire. Je me suis inspiré d'une cinquantaine de livres
qui sont tous disponibles sur Amazon, dans les librairies, bibliothèques, etc. C'est juste que j'ai pris ces 50 bouquins. Il y en a certains que je connaissais très bien, que j'ai lu plusieurs fois, que j'adore. J'en ai extirpé des informations que je trouve nécessaires, que je trouve intéressantes. J'ai ajouté ce que j'ai appris de façon tangible à travers mon expérience des 10 dernières années en photo, en entrepreneuriat. Et j'en ai fait un truc différent. Et ça, tout le monde peut y arriver en fait. C'est juste de vouloir le faire. Le truc, c'est que par contre, c'est ça. Il faut vraiment en avoir envie. C'est pour ça qu'on parle de feu sacré. Un peu comme l'épée enflammée que j'ai mis en couverture. D'ailleurs, ça a été fait par une IA. C'était pour tester. En tout cas, ça rend bien, hein. L'intelligence artificielle, c'est quand même pas mal. Euh, et c'est un peu donc. C'est pour ça que l'image d'Excalibur, moi, je la trouve vachement intéressante. C'est que vous connaissez tous l'histoire d'Excalibur. Tout le monde connaît l'histoire du roi Arthur. Hein? Rassurez-moi dans le chat. Ceux qui ne dorment pas. Ceux qui ne sont pas endormis sur le clavier depuis le début. Ok, Philippe, il connaît. Lionel, il connaît. Caroline, elle connaît. Ok, tout le monde connaît. Est-ce que vous saviez par contre que l'épée Excalibur, c'est l'épée qu'on trouve sur l'insigne des forces spéciales, le premier paiement. Par la base, c'est le SAS, le Special Air Service. En gros, si vous regardez, il y a une chaîne, il y a une série en ce moment qui s'appelle Rogue Heroes, qui passe sur Canal+ en ce moment, qui est plutôt pas mal, qui raconte l'histoire des forces spéciales anglaises qui sont un peu à l'origine de la victoire des Alliés en 42, pas en 40, 44, 45. Putain, le diplômé d'histoire qui fait n'importe quoi. Euh, Si les Alliés ont pu débarquer en 45, c'est grâce aux forces spéciales qui étaient dans le sud, qui étaient en Afrique du Nord, et qui ont pu mener des actions commando pour faire chier les Allemands. Et en fait, c'est là que ont été créées les forces spéciales, et leur devise, c'est Qui ose gagne. Who dares win. Qui ose gagne. C'est pour ça que ce bouquin s'appelle Qui ose gagne. Et dans le logo des forces spéciales, il y a cette épée Excalibur. Pour ce côté, celui qui veut, qui est l'élu, pourra sortir l'épée du rocher, quoi. D'ailleurs, l'épée, si elle sort du rocher, c'est parce qu'elle est capable de s'enflammer. Et c'est ensuite, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle beaucoup de feu sacré, le fait d'être capable d'avoir vraiment envie de faire les choses, quoi. C'est un truc, ça doit vous empêcher de dormir. Ça doit vous réveiller le matin. Vous savez ce que vous allez faire le matin, c'est que vous allez conquérir ce que vous avez à conquérir. C'est pas simple. Tout le monde n'a pas ce truc tout de suite. Mais au final, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas un truc complètement ésotérique, l'élu, la lumière autour de vous, etc. C'est un truc, ça se désire. Ça se désire. Mais non seulement ça se désire, mais après, il faut se donner les moyens de ce désir, de ces ambitions. Et c'est peut-être ça, la plus grande barrière à l'entrée pour un futur leader ou un entrepreneur. Parce que tout le monde veut le succès et la gloire, mais tout le monde n'est pas prêt à se sortir un peu les doigts, quoi. Donc, je parlais de force spéciale. Si je vous en parle bien comme ça, c'est parce que j'en ai rencontré plusieurs. Et certains sont même devenus des potes, des amis, des partenaires de business maintenant. Ça qui est cool, avec des aides. Euh, et je vous encourage à écouter les interviews qu'on a fait ensemble. Parce que ça parle pas. Au final, en fait, ça parle très peu de militaires et très peu d'armées. Si vous dites, ouais, mais t'es sympa, mais ton truc avec les flingues, moi je m'en fous, c'est pas mon truc, moi je suis plus peace and love, etc. Oui, mais eux aussi, hein, je peux vous garantir. Là, le mec à droite avec son look de surfeur, là, qui habite à Bayonne, ben, vous le croiserez dans la rue, jamais vous penserez que ce mec était militaire. Et que ce type, c'est Lucky Luke, quoi, il tire plus vite que son ombre. Et ce qu'ils disent tous, c'est ultra profond, quoi. C'est ultra intéressant sur la vision qu'ils ont du monde, la vision des relations humaines, sur notre place dans la société, sur comment on fait pour être heureux. Comment on fait pour être heureux? Ça a l'air con dit comme ça, mais c'est exactement ce qu'on cherche tous dans tout ce qu'on fait. On cherche à pas ressentir trop de douleur, on cherche à pas être trop mal, on cherche à pas être trop triste,
C'est juste ça, en fait. Notre vie est drivée par ça. Et ben, quand vous écoutez des gens parler, des gens qui ont vécu des vies incroyables, que très peu de gens dans le monde pourront vivre un jour, ou vivront jamais, c'est assez intéressant. Donc, je vous conseille d'écouter ça. C'est pas pour rien si c'est les épisodes les plus écoutés, parce que c'est les plus intéressants. Et on revient un peu à la question des militaires. Que ce soit force spéciale ou n'importe quoi dans l'armée, tout commence par une formation initiale. C'est ce qu'on appelle les classes. Ceux qui ont fait leur service militaire doivent se rappeler de ça, quoi, en bien ou en mal d'ailleurs. Euh, Faire ces classes, ça veut dire apprendre les fondamentaux, apprendre des rudiments du métier, apprendre des bases, le socle de base. C'est faire ses gammes quand on est musicien, c'est apprendre à servir d'un appareil photo quand on veut être photographe, c'est apprendre à écrire avant de commencer à écrire des trucs plus élaborés. C'est les classes. Et à l'armée, les classes, ça fait mal, quoi. C'est pas les trucs les plus fun de votre vie. Alors Philippe nous dit grand et beau moment, et c'est ça aussi le plus beau dans l'histoire, c'est que je suis persuadé, tu me diras si j'ai tort, je suis persuadé que les pires moments que tu as vécu à ce moment-là, les plus durs, où tu as dormi dehors sous la pluie, où tu as marché pendant des heures avec un mec qui te gueule dessus, ou que tu t'en avais marre, tu voulais juste rentrer chez toi, ces moments-là, c'est le moment qui sont gravés dans ta mémoire et dont tu te rappelles et dont tu te rappelleras toute ta vie. Ouais, inoubliable, comme tu dis. Lionel qui dit sauf les classes pour la marine. Ça, c'est la vieille guéguerre entre les marins et les terriens. Excellent. C'est vrai que tu manges bien sur les bateaux en plus. Et tu vois, c'est ça en fait. Et au-delà du côté dur physiquement, émotionnellement, etc., un des trucs qui est dur pour les militaires, moi j'ai fait plein de reportages dessus, j'ai suivi les classes de plusieurs militaires pendant toute leur classe, quoi, pendant une année entière, pour certains, parce que pour certains ça dure 8 mois. Et il y a un truc, ça commence par ce qu'on appelle les TIG, les travaux d'intérêt général. Les TIG, c'est quoi? C'est en gros, c'est passer la serpillière, nettoyer les chiottes, nettoyer par terre jusqu'à que tu puisses manger par terre, quoi, en gros. Et c'est le moment un petit peu dur et c'est le moment où les gens abandonnent le plus. Les gens abandonnent pas parce que c'est dur physiquement ou parce que c'est compliqué techniquement. Les gens abandonnent parce que il y a une attente qui est trop grande par rapport à la réalité. Et ça, c'est ultra important. Parce que ça, c'est un truc qui se transpose absolument dans le métier que vous faites, dans la photographie, et dans tous les domaines de votre vie. Et même dans le domaine des relations sociales. Je m'explique. Quand vous êtes un jeune de 18 ans aujourd'hui en 2023, que vous avez été biberonné au Call of Duty ou aux jeux de vidéo où vous tirez sur des mecs avec des flingues, que vous voyez des films de force spéciale, que vous regardez des spots de pub, etc., et que vous dites, OK, je vais m'engager dans l'armée parce que je vais être comme dans le film ou dans le jeu vidéo, et qu'en arrivant, en votant un flingue qui date des années 30, là, un FAMAS, bon, je suis méchant, ça date, c'est un peu plus récent, quoi. Ah, les années 60, quoi. Et dans l'autre main, on vous met une serpillière, et on vous dit, maintenant, tu vas nettoyer les chiottes pendant 3 mois, et que tu n'as plus droit à ton téléphone portable et tu vas obéir, ben là, vous avez la moitié des mecs qui se barrent. Parce que mentalement, psychologiquement, ils ne tiennent pas. Pourtant, si on leur fait ça, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour les faire chier. C'est parce qu'un bon soldat doit apprendre dès le départ à faire les tâches les plus ingrates. Pourquoi? Parce que dans le futur, pas si lointain que ça d'ailleurs, il va être amené à commander des gens, à donner des ordres et à dire aux gens fais ça. Mais s'il ne sait pas ce que c'est ça lui-même, il pourra pas être un bon leader, il ne pourra pas expliquer les choses. Et avant d'aller au combat, avant de risquer sa vie, ou avant de tuer des gens, ou de tout ce qu'on veut quand on est militaire en zone de guerre, le truc le plus important, c'est d'être capable d'être discipliné. Et que quand c'est la merde, quand ça tire, quand c'est
compliqué comme situation, il faut garder son sang-froid. Tous, je pense, vous avez tous vécu des moments compliqués, voire même affreux, atroces, tout ce qu'on veut, où vous avez eu envie de craquer, où vous êtes effondré, vous êtes mis à pleurer, où c'était vraiment dur. Et à ce moment-là, ce qui permet de continuer à avancer, c'est de se dire, OK, je prends du recul sur la situation, je me rappelle que j'ai déjà vécu des choses dures, je me raccroche à ça, et je garde mon sang-froid. En fait, toute la formation des militaires, toutes les classes, ça sert à ça, en fait. Ça sert à ça. Avec des niveaux plus ou moins extrêmes, quand on parlait, quoi. Dans la marine nationale, c'est peut-être un peu moins violent. C'est vrai. Pour avoir vu des marins bosser, c'est vrai que c'est pas la même logique de guerrier, quoi. Mais bon, après, c'est bien aussi, hein. Euh, pour venir sur la photo, pour ceux qui connaissent le mode de diffusion de photos, hein, pour ceux qui sont chez DR ou dans d'autres agences, vous savez que pour vendre des photos, il ne suffit pas juste d'appuyer sur un bouton, mettre sa carte SD dans son Lightroom, retoucher les courbes, là, jouer avec les curseurs, s'éclater en regardant un film en même temps, et ensuite, y a là, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire ça, mais après, il faut mettre les mots-clés sur les photos, les légendes photos en anglais, en français, avec une nomenclature stricte, disciplinée. Et après, il faut les diffuser, faire la promotion, etc. Faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, un peu comme passer la serpillière, quoi, dans les chiottes. On n'a pas envie de le faire, mais si on ne le fait pas, il n'y a pas besoin d'une image, quoi. Vous avez compris le truc. Ben, c'est pareil dans votre activité. Si vous n'êtes pas capable de faire le ménage dans vos disques durs, dans votre vie, dans votre organisation, etc., les trucs que vous n'avez pas envie de faire, si vous n'êtes pas capable de le faire, si vous ne le faites pas, comment voulez-vous aller plus loin, en fait? C'est pas possible. C'est pour ça que c'est important. Je vous cite le général William M.C. Raven. C'est un ancien, je crois que c'est un ancien Navy Seals d'ailleurs, le mec. Je crois que c'était, ouais, je crois que c'est un ancien force spécial qui a fait un discours qui était assez connu, qui a ensuite ça a donné un bouquin. Et il y a une de phrases qui dit, si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Et en fait, c'est le premier truc qu'on apprend aux gens quand ils arrivent pour faire leur classe, c'est pas à se servir d'un flingue, c'est pas à se mettre au garde à vous pour obéir, c'est pas à marcher au pas. Le premier truc qu'on apprend aux gens à faire, c'est à faire leur lit au carré. C'est-à-dire, on enlève les draps, on les plie parfaitement, on en fait des sortes de tubes là, et on les met sur le boudin qui sert d'oreiller en croix parfaitement. Et un militaire qui se réveille le matin, à 6 heures ou moins, le premier truc qu'il fait, c'est il fait son lit, quoi. Pourquoi? Parce que quand vous commencez votre journée en ayant fait le truc le plus basique, mais le plus important pour que ça soit bien clean dans votre environnement premier, autour de vous, vous mettez de l'ordre dans votre tête. Et je vous cite un autre général, le général McChrystal, qui est beaucoup plus connu parce que c'est lui qui a un petit peu fermé le conflit en Afghanistan. Il n'a pas fermé, il a marqué le conflit en Afghanistan parce que c'était un mec qui était persuadé qu'il allait gagner la guerre au nom de l'Amérique en Afghanistan. C'est un beau visionnaire. Le mec a été parodié dans le film War Machine. Quelqu'un a vu le film War Machine avec Brad Pitt, qui joue le rôle de ce général, qui est monstrueux ce film. Vous l'avez vu ou pas? Non? Ah, Caroline, je te conseille ce film. Tu vas l'adorer. Mais vraiment, tu vas l'adorer, je te promets. Ok, personne n'a vu. Il est drôle en plus. Il est vraiment drôle. Il y a un journaliste dans l'histoire, c'est marrant. Il y a un truc qui dit, qui n'est pas dans le film, enfin, il ne dit pas dans le film, on le voit le faire dans le film. Dans le film, on le voit tous les matins, le mec à 5 heures du mat, il va courir 10 km. Le type, il a quasi 50 balais. Il est dans une base au milieu de nulle part en Afghanistan. Le lendemain, il est à Paris pour un rendez-vous avec l'ambassadeur. Tu le vois dans les rues de Paris, en train de courir 10 km, sans escorte, sans rien. De toute façon, il fait nuit, 5 heures du mat, à part 3-4 clodos et 4 rats, personne ne le fera chier. Le mec, il court. Et en fait, il t'explique, donc il explique ça dans un podcast avec Tim Ferriss, il explique que tous les matins, il s'oblige à faire une séance de sport. En plus, il se met des doses, le mec, il se met il se fait 10 km, après il se met 1 heure de muscu, quoi.
Alors qu'au final, il n'est plus du tout sur le front, il est dans les états-majors, etc. Tu n'as pas vraiment besoin de faire ça, quoi. Mais en fait, il t'explique que s'il fait ça, c'est parce que du moment qu'il a réussi à faire ça le matin, avant que tout le monde se réveille, le mec, il a fait sa séance de sport, il a tout donné, il a fait un truc ultra important pour lui, pour sa santé, pour sa vie personnelle, etc. Et il peut se passer n'importe quoi dans la journée, il se passera n'importe quoi. Si vous regardez le film, vous comprendrez pourquoi. Il arrive plein de merde. Et en fait, le simple fait de se rappeler que le matin, il a réussi à faire ça, il a battu son confort, sa petite voix qui dit non, mais t'es con, fais pas ça. Il a réussi à faire ça, du coup, il a réussi sa journée. Et ça, c'est vachement puissant. Bah, typiquement, ça, je l'ai mis juste en 2 lignes dans le bouquin et je voulais le mettre un peu plus dans ce webinaire, quoi, que ça vous apporte un peu plus. C'est un truc, moi, que j'expérimente de plus en plus parce que je me suis remis au sport et c'est un truc important, ça aide à tenir. Autre chose que j'ai bien documenté ces derniers temps, j'en ai fait un bouquin sur la Légion étrangère. Je vous parlais du képi blanc juste avant, là. Non seulement les mecs, ils débarquent du fin fond du monde, ils parlent pas anglais, ils parlent pas français. La plupart, ils n'ont pas tenu un flingue dans leur vie, ils ont 18-19 ans, ils ont peut-être jamais fait une séance de sport dans leur vie. Là, on leur dit, OK, tu vas vivre pendant les 5 prochaines années dans un dortoir avec des mecs que tu connais pas, qui viennent d'autres pays, d'autres religions, etc. Tu vas obéir, tu vas porter l'arme, le treillis français, et puis tu partiras en opération, etc. Et au bout de 1 mois, il faut que les gens comprennent et parlent le français. Et ils considèrent que pour y arriver, il faut être capable de comprendre 500 mots de vocabulaire. Alors, il y a 250 mots de langage courant et 250 mots militaires. Du genre FAMAS, le nom des flingues, ce genre de trucs. Tu vois. Quand on voit ça, moi je l'ai vu, c'est hallucinant. Vous prenez dans la pièce, dans une dans une salle de cours, vous avez 3 Colombiens, 2 Mexicains, un Chinois, un Moldave, un Russe, un Ukrainien. D'ailleurs, c'est marrant, les deux sont à côté, en plein conflit en Ukraine, en plus, c'est assez drôle. Euh, un Mongol, un Japonais, un Malgache. Il n'y a que le Malgache qui parle français, quoi. Français plus ou moins correct. Et tout le monde doit apprendre à parler français en moins d'1 mois. C'est ouf quand même, quand on y pense. Et là, c'est cours de français par un mec qui, en plus, est un légionnaire. Donc, c'est un mec, quand il vous donne un cours de français, il a un accent russe, parce que c'est un russe. Et lui, il y a encore 5 ans, il ne parlait pas français. C'est assez marrant quand même. Et ça marche, et c'est envié par toute l'éducation nationale. Il y a des profs qui vont régulièrement dans des régiments de la Légion pour essayer de comprendre comment les mecs ils font. Tu as des profs qui n'arrivent pas à apprendre le français à des mecs, des Français, jusqu'à qu'ils arrivent au lycée, quoi. Quand on voit le niveau du français des mecs au bac, ça fait flipper. Et il y a des mecs avec des bérets, des flingues et des treillis, ils arrivent à apprendre le français aux mecs qui viennent du fin fond de la Mongolie, quoi, qui ne parlaient même pas anglais de toute façon. C'est quand même assez fat. Et ça marche parce que, bah, comme dit Laurent dans le chat, hein, ils défendent les mêmes valeurs. Il y a une grosse question de valeur jusqu'à la devise de la Légion étrangère. La devise, c'est Legio Patria Nostra. Patria Nostra. Legio Patria. D'ailleurs, j'ai mis Légion, mais c'est Legio. Je suis con, je me suis planté. Legio Patria Nostra, ça veut dire la Légion est notre patrie. Il y a un côté familial, un côté esprit de famille. Les légionnaires, par exemple, sont obligés de passer Noël ensemble. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que vous voyez les officiers légion, les mecs qui sont. Les officiers en général qui sont les plus haut gradés sont des Français, sont des gens qui ont fait Saint-Cyr, qui sont en général, en plus, un peu cliché du Français de la famille qui vote à droite depuis des années, qui a un particule dans le nom de famille, et quand il arrive au mariage, il a déjà 4 gosses, quoi. En gros, c'est plus ou moins le cliché, mais c'est pas très loin du cliché. Et eux, ils n'ont pas le droit de passer Noël avec leur vraie famille. Le 24 au soir, ils sont obligés d'être au régiment avec les légionnaires. Et ils passent le 25 ensemble aussi, ensemble. Parce qu'ils considèrent qu'il y a des gens qui ont quitté leur vie, leur famille à l'autre bout du monde, et qui sont là ensemble, il faut être avec eux. Il y a très peu de boulot dans le monde, de boulot, de métiers dans lequel on vous oblige à passer le Noël avec vos salariés, quoi.
C'est ce qu'on y réfléchit. Autre devise qui est peut-être encore plus connue que celle du bouquin que je vous ai mis, qui est Qui ose gagne. Il y a une devise qui est très connue dans le milieu militaire, c'est être et durer. Être et durer, initialement, c'est la devise du 3e RPIMA. C'est les parachutistes qui sont basés à Carcassonne, à côté de Toulouse. Être et durer, c'est une phrase que beaucoup de gens se disent, beaucoup de gens comprennent quand ils ont fait un stage commando. Un stage commando, c'est pendant une semaine, c'est dur, quoi. Vous avez envie de pleurer. C'est dur psychologiquement, c'est dur physiquement, c'est dur techniquement. Vous dormez pas, vous devez beaucoup marcher, courir, vous battre. C'est un peu le bizutage extrême qui vient finir la formation initiale, qui vient finir les classes. Et c'est ce moment-là où on apprend les trucs les plus durs, où on apprend à connaître, à découvrir ses limites, à comprendre ce que c'est le mot courage, ce que c'est le mot résilience, ce que c'est le mot humilité aussi. J'en parlais tout à l'heure, je disais que ça a l'air un peu con de dire humilité, ça a l'air un peu facile, un peu bateau, mais quand vous passez la nuit dehors plusieurs fois d'affilée, que vous avez des trucs à faire qui sont exigeants physiquement, vous en avez marre, vous apprenez à le faire, tout ça. C'est plus qu'un mot, en fait. Et ça, c'est ce qui manque aux non-militaires, aux civils. C'est ça qui manque à nous, entrepreneurs. Parce qu'on a tout le temps la vision, encore une fois, du truc sympa, du truc doré. On a envie de tous les trucs positifs. On a envie de la vie de rêve, quoi. On a envie de voyager, de prendre des photos à l'autre bout du monde. On a envie d'être publié dans National Geographic. On a envie de rencontrer des gens, tout ça, tous ces trucs. Mais ça, c'est la récompense. C'est la récompense. C'est la médaille, c'est le trophée. Mais le mec qui a la médaille et qui a le trophée, qui est sur le podium, il n'est pas pour rien, quoi. Il a galéré avant. Et ça, c'est un truc qui manque. Alors, moi, perso, j'ai eu la chance de faire un stage journaliste en zone de guerre avec le centre commando. Si vous êtes journaliste, vous pouvez demander à le faire, hein, c'est gratuit en plus. Enfin, vous payez 2-3 trucs, mais c'est genre la bouffe, l'hébergement. Bon, l'hébergement, vous dormez dehors, donc ça va, c'est pas très cher. De toute façon, vous ne dormez pas beaucoup. Mais c'est vachement bien. Ça apprend à se connaître, ça apprend à savoir ce qu'on vaut et de voir aussi la réaction des gens, les relations humaines. C'est dans des moments les plus durs, les plus éprouvants, les plus fatigants, que vous allez voir si vous pouvez faire confiance aux gens, si vous pouvez compter sur les gens, si vous pouvez déjà compter sur vous-même. C'est une bonne question, ça. Et au final, on se rend compte que c'est largement possible. Alors, pas de compter sur les autres, parce que ça, en général, c'est quand même une connerie, mais compter sur soi-même et être capable d'aller dépasser ses limites. Tous, vous êtes tous capables de faire ça. On est tous capables de le faire. Le truc, c'est qu'on ne met pas dans une position pour apprendre à le faire. Parce que tout au long de notre vie, on nous apprend à pas trop prendre de risques, à pas trop faire d'erreurs, à faire attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait avec les gens et tout. Enfin, compliqué, quoi. Compliqué. Et donc, être et durer, c'est une phrase, moi j'aime bien, qui dit ça, quoi, qui implique de surmonter les difficultés. Ah, j'ai oublié un S, horrible. Ça fait mal aux yeux, hein. On va changer de slide. Et on est capable de continuer quand ça fait mal, quoi. C'est ça le plus dur. On a une tatoueuse qui écoute ce soir, donc elle sait ce que c'est. Continuer quand ça fait mal. T'imagines, t'as un client, tu fais pique, le mec dit ah, c'est bon, je me casse. Ah, mais j'ai plus mon tatouage. Ah ouais. C'est vrai que ça arrive. Ah putain, ok. Ah, c'est chaud quand même. C'est chaud. Euh, C'est un truc dont je parle dans le bouquin, c'est la question de la reconnaissance. Pourquoi on fait tout ça? Euh, et ça, c'est un truc. Donc, je raconte dans le bouquin la fois où j'ai rencontré un ancien de la DGSE. Et bon, ancien, je sais pas si c'était vraiment ancien, quoi. Le mec, il avait quand même un boulot assez bizarre en Afrique. En général, il n'était pas là pour faire du tourisme, quoi. Bon, bref. Mais à un moment, on discutait, puis je lui dis, mais
comment tu fais pour rester motivé et avoir envie de faire ce truc-là, sachant que tu fais partie des militaires qui sont sacrifiables, quoi. Si jamais tu te fais choper par les méchants, personne ne va venir te chercher, on va nier que tu existes, on va pas dire que personne ne te connaît. Tu étais vraiment le fusible, quoi. Tu prends les plus gros risques, t'es clandestin, je sais pas, vous avez tous vu le Bureau des légendes? Ça vous parle, le Bureau des légendes? Qui a vu le Bureau des légendes? Ah, ça, Caroline, elle a vu. Ah, Caroline, il faut vraiment que tu regardes War Machine. Tu penseras à moi. Ça va te faire marrer. C'est bienveillant en plus. Bah, Laurent, va voir le Bureau des légendes. C'est trop cool. Bureau des légendes, c'est ça, c'est clandestin, agent top, c'est un peu l'espion, quoi, un peu James Bond, mais en moins sexy, sans costard et sans nana, quoi. Quoique, il y a des nanas. Et tu vois, c'est le mec, il peut pas, il n'y a pas le côté brillant derrière, il n'y a pas le côté, tu peux pas te la péter, tu peux pas, tu vois, t'es dans l'ombre et tout. Et en fait, tu te demandes, du coup, moi, c'est la question que je m'étais posée, et il n'a pas réussi à me donner de réponse. Tu vois, parce on était un peu bourré, mais il ne trouvait pas de réponse. Il ne trouvait pas de réponse parce que il se pose pas la question, en fait. Il se pose plus la question. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pareil pour un entrepreneur. Et plus vous prenez des décisions dans votre vie importantes qui impactent non seulement votre vie, mais les autres, celles de vos salariés, par exemple. Aujourd'hui, j'ai 4 personnes que je paye pour bosser, pour moi. Si du jour au lendemain, mon activité, elle se pète la gueule et que je ne peux plus les payer, je leur fais confiance, ils trouveront une autre solution. Ils ne dépendent pas de moi. Mais moi, ça me fait chier quand même. Parce qu'on a monté un truc ensemble et derrière, vous avez des responsabilités. Et non seulement vous avez des responsabilités, mais en plus, il y a un truc qui est assez horrible quand on y pense, c'est que quand ça se passe bien, c'est pas que grâce à vous. C'est même pas grâce à vous, en fait, c'est grâce aux autres. Parfois, c'est la chance. Tout le monde dira que c'est la chance. Mais quand ça se passe bien, on n'ira pas vous dire bravo, t'as réussi, c'est génial, machin. Non, c'est normal, en fait. Normal. Truc, ouais, ça se passe bien, un truc que tu peux payer tout le monde, ouais, c'est cool. Ok. Par contre, quand ça se passe mal, en général, c'est votre faute. Et on verra dans le deuxième chapitre, qui s'appelle la responsabilité. C'est ça, hein. Chapitre 2, ouais. Responsabilité. On fera ça un prochain lundi. Prochaine visio. Pour ceux qui écoutent en replay, ce sera dans la prochaine vidéo. Euh, Là, il faut prendre ses responsabilités et dire, OK, le problème, c'est moi, j'ai fait de la merde, c'est ma faute. Et pas rejeter la faute sur les autres. D'avoir le courage de dire, c'est ma faute. C'est ma faute. Même si c'est pas entièrement ma faute, c'est ma faute, parce que je suis la personne responsable. C'est comme ça. Et ça implique d'être capable de manager son ego. Et encore une fois, de faire preuve d'humilité et de se dire, quand ça marche bien, tant mieux, c'est très bien, je ne demande pas de récompense, je ne vais pas demander une médaille, je n'ai pas besoin d'une coupe, ok, ça marche bien. Et quand ça ne marche pas, eh ben, je prends pour moi. Et ça marche si vous vous rappelez pourquoi vous faites les choses. Ce n'est pas une question d'adrénaline, Lionel. C'est plus que ça. L'adrénaline, c'est un côté ultra éphémère. Tu vas avoir ton shot d'adrénaline quand tu vas voir, je sais pas, tu vas faire une grosse vente. Tu vas faire une vente pour, je sais pas, tu vas rentrer 10 000 balles d'un coup. Tu vas te dire, putain, 10 000 balles, tu vois l'argent, tu te dis, putain, c'est cool. Mais ça va s'estomper très vite. Ta première publication dans la presse, c'est ça. La première fois que j'étais publié dans un grand magazine, où j'ai touché 3500 balles, c'était dans Red Bulletin, un gros magazine où j'aurais vendu mes parents pour être dedans, quoi. J'ai eu un shot d'adrénaline incroyable. J'ai reçu le magazine, je l'ai regardé, c'était génial et tout. Le lendemain, bah, tu redescends, quoi. En fait, ça fait comme ça fait un cycle. Super, c'est génial. Ah, ok, bon, ça revient à zéro. Vite, faut que ça remonte, ça remonte. Ok, ça remonte, ça remonte. Ouais, ok, d'accord. Et ça, c'est pas ça qui fait évoluer. Ce qui fait évoluer, c'est la courbe, en fait, limite en exponentielle en plus, qui est dure au début à décoller et qui augmente au fur et à mesure très vite, que tu ressens quand tu comprends ça, quoi. Que tu comprends que toutes ces valeurs-là, en fait, c'est pas juste des valeurs. C'est un problème et ça fait chier parce que tout au long de notre vie,
dès le plus jeune âge, on nous parle de ces valeurs, mais elles ne sont pas expliquées, c'est juste des concepts. Et en plus, elles sont critiquées, elles sont mises les unes en face des autres. Quand on regarde les médias, quand on écoute les débats politiques, etc., c'est instrumentalisé. Euh, Il y a une idéologie derrière. Les valeurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'humilité, et c'est les 9 autres dont je parle dans le bouquin. Je peux te les citer, hein. C'est les 10 parties du bouquin. Tu as l'humilité, la responsabilité, l'audace, l'engagement, la résilience, la préparation, le protocole. Au-delà de la valeur, c'est une notion, quoi. Le commandement, le rétex et l'anticipation, et la transmission. Ça, c'est les 10 parties du bouquin et les 10 parties qu'on verra les 10 prochains ateliers. Enfin, les 9 prochains ateliers, c'est le premier. Et tu vois, ces notions-là, ça a l'air tellement abstrait, tellement ésotérique et tout, mais je peux vous garantir, c'est si vous le faites pas rentrer dans votre ADN, j'en parle dans le bouquin, dans un code de conduite, un code. Par exemple, dans le bouquin, je vous cite le code des légionnaires. Le code du légionnaire, c'est 7 articles, 7 ou 8 articles. Merde, putain, j'ai un doute. Ah, oh la honte. Puis il est accroché en bas. C'est 7, 6. Mince, j'ai un doute. Bon, bref. C'est quelques articles très simples qui vont être un code de conduite, qui vont définir qu'est-ce que c'est un légionnaire. D'accord? Je crois que je l'ai là. Passé dans la. On va faire un petit peu. Allez là. Le code d'honneur du légionnaire. 7. Je dis pas là. Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Honneur, fidélité. Chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Bah, ça n'a pas été écrit en 2022 le truc, hein. Là, les wokistes, ils sont en PLS, là. Ils ont vu le mot race, c'est fini. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Je ne vais pas tous les lire, mais c'est un truc. Est-ce que vous avez un code d'honneur? Est-ce que vous, là, vous dites, est-ce que vous avez un code? Est-ce que vous avez tous des principes? Dites, voilà, pour moi, c'est insupportable de voir quelqu'un d'intolérant, par exemple. Ou c'est insupportable de voir quelqu'un qui est radin. Donc insupportable de voir quelqu'un qui est en retard. C'est à certains niveaux, hein. C'est ça, avoir un code d'honneur. Un code, tout simplement. Là, c'est un code d'honneur, mais c'est code d'honneur. Le dernier code d'honneur du légionnaire, c'est au combat, tu agis sans passion et sans haine, tu respectes les ennemis vaincus, tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. Alors, j'ai un pote qui était dans la Légion, que je cite dans le bouquin, qui s'est retrouvé après une embuscade en Afghanistan. Ils se sont fait tirer dessus par des mecs, par des talibans. Ils ont réussi à s'extirper, à reprendre l'avantage et à défoncer les mecs. Et à la fin, il y avait un survivant côté taliban, un blessé. Et en fait, mon pote qui était médic, qui était médecin, enfin, pas médecin, il était infirmier, a sauvé le mec. Il a mis un garrot, a arrêté une hémorragie, a sauvé le mec qui lui tirait dessus 10 minutes avant. C'est ça, en fait, la différence entre un soldat et un terroriste, appelons-le comme on veut, même si tout ça est discutable. Mais voilà, l'idée, c'est ça, en fait, d'avoir un code d'honneur. On revient au début. Peut-être j'ai anticipé là. Laurent qui dit on apprend tout ça en école militaire. Ouais, mais tu l'apprends aussi quand tu fais tes classes, en fait. Quand tu t'engages, le mec qui s'engage sans avoir le bac, il va en formation initiale, il apprend ça. C'est ce qui fait le socle commun en fait d'un militaire. Il y en a pour qui ça a plus parlé que d'autres, hein. Mais en tout cas, c'est important. Donc, voilà, on finit ce slide. Pour terminer, sur cette partie, chaque chapitre commence par une anecdote personnelle
et se termine par soit une anecdote, soit une histoire, en tout cas quelque chose qui va illustrer le propos dont on vient de parler. Donc là, l'humilité. Ça peut être un conte. Par exemple, je vous parle c'était sur, je ne sais plus dans quel chapitre, je vous raconte l'histoire le conte japonais du samouraï du maître du thé. C'est une fable japonaise qui est pas très connue et qui est vachement intéressante. Bref. Là, l'histoire que je vais vous raconter maintenant, qui finit ce chapitre, elle existe réellement. C'est pas une fable, hein, c'est pas une comptine, c'est pas un conte. C'est l'histoire de quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, que j'ai édité dans le cadre de notre activité d'édition. On a sorti un bouquin qui s'appelle Le choix de l'engagement. D'ailleurs, je n'ai pas là, comme par hasard. Le choix de l'engagement et qui raconte l'histoire de plusieurs personnes plusieurs officiers qui ont suivi l'école de Saint-Cyr à Couët-Quidan en Bretagne, et notamment l'histoire de ce mec-là, Abderrahmane Rama, qui est un Tchadien. Vous savez, à Saint-Cyr, tous les ans, il y a à peu près 60-70 personnes 60-70 officiers qui sortent de Saint-Cyr, qui sortent comme lieutenants, officiers. Il y a une petite partie des gens il y a plus que ça d'ailleurs, 60, tant pour moi, il doit y avoir presque une centaine. Bon, bref, on s'en fout. Il y en a une petite partie, une dizaine, une vingtaine, qui sont des officiers étrangers, qui sont là en échange. Donc il y a des Égyptiens, des Tunisiens, des Marocains, et aussi des Tchadiens, dont Abderrahmane Rama, qui a fait ça, lui, il y a 25 ans. Je vous raconte l'histoire en résumé. Là, vous voyez, je l'ai interviewé dans un podcast qui raconte ça pendant 1 heure. Il est passionnant, le podcast, je vous conseille de l'écouter. Et le résumé, en quelque sorte, c'est que quand Abderrahmane termine Saint-Cyr, sort de Saint-Cyr diplômé, en plus, bon élève, le mec, il est assez brillant. Lui, il n'a pas de problème à parler français, tout va bien. Il parle même mieux français que nous tous réunis, là. Le mec est assez bon. Il sort de Saint-Cyr, il décide de rentrer chez lui au Tchad pour s'engager dans l'armée de son pays. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une grosse bascule dans l'histoire du Tchad, où Idriss Déby, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui est mort l'année dernière, il y a 2 ans, tué au combat. C'est pas vraiment fait tuer en combat, mais bref. Prend le pouvoir à ce moment-là et impose un peu une dictature, comme dans beaucoup de pays du continent africain. Et Abderrahmane, il est un peu dégoûté de la situation et ça lui va pas, il veut rentrer en France et s'engager dans l'armée française. Le problème, c'est que quand on est étranger en France, on ne peut pas s'engager dans l'armée française à moins de passer par la Légion étrangère. Et au début, on lui explique que c'est juste pas possible. Et donc, il décide de rester. Alors, il rencontre quelqu'un sur place, il fonde une famille, il enchaîne des petits boulots, il devient serveur, livreur, plongeur. Le mec a un équivalent bac+5 de Saint-Cyr. Hein. Bon, il enchaîne des petits boulots pour survivre en Bretagne. Et un jour, on lui dit, bah écoute, en fait, soit tu rentres au Tchad, soit on te renvoie de force d'ailleurs, soit si tu veux vraiment t'engager dans l'armée, bah tu vas dans la Légion étrangère, mais tu recommences à zéro comme n'importe quel engagé volontaire. Et c'est ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai mis Saint-Cyrien et Képi Blanc. C'est-à-dire qu'en gros, il s'est engagé, non pas comme officier, mais comme engagé volontaire, donc reparti de zéro. Et le mec était maltraité pendant toutes ses classes, parce que c'est quand même, je vous ai dit tout à l'heure, c'est costaud, quoi. C'est quand même violent. Voilà, il était militaire du rang, merci Laurent. Képi Blanc, alors qu'il avait le niveau d'être officier. Et il n'a jamais dit à personne, pendant les 5 ans de son contrat de légionnaire, il est parti en Afghanistan, il est parti en opération un peu partout, il n'a jamais dit qu'il avait fait Saint-Cyr. Il n'a jamais dit ce qu'il faisait vraiment avant. À part au commandement supérieur, parce qu'on ne peut pas mentir à les gens savent d'où vous venez. Mais par exemple, son lieutenant, son chef de section ne savait pas. Lui, il venait de Saint-Cyr, pour le coup, son chef de section, mais il ne savait pas qu'il commandait un mec qui avait fait Saint-Cyr. 10 ans avant lui, quoi. Un peu moins, 5 ans avant lui. Et aujourd'hui, Abderrahmane, il est toujours pas rentré au Tchad. Il est rentré pour les enterrements dans sa famille. Il a toujours vécu en France et il a commencé à travailler une fois qu'il a fini son contrat avec la Légion. Il n'a pas renouvelé, il est resté pendant 5 ans.
Et là, il a commencé à vouloir s'engager, continuer à bosser dans l'administration et dans l'éducation nationale. Et aujourd'hui, Abderrahmane, il est fonctionnaire, quasiment haut fonctionnaire. Il n'a pas encore le grade de haut fonctionnaire, mais pas loin. Et c'est lui qui gère, il a énormément de responsabilités en banlieue parisienne sur le SNU, le Service National Universel, dont on parle beaucoup et on va parler beaucoup, beaucoup ces prochains temps. Pour ceux qui cherchent des idées de sujets d'illustration en photo, c'est un truc, ça va marcher, ça. Donc voilà, l'histoire de quelqu'un assez incroyable et rattaché à la notion d'humilité parce que mettez-vous à la place de quelqu'un qui sort diplômé de la plus prestigieuse école militaire en France, sinon en Europe et dans le monde. Saint-Cyr, c'est quand même la classe pour beaucoup de gens. Et vous recommencez de zéro. Au même niveau qu'un type qui découvre la France et qui découvre le métier des armes. Enfin, ouais, pour l'avoir vu, en vrai, je trouve ça incroyable, hallucinant. Et je suis assez content de ce portrait qu'on a fait ensemble, que j'ai fait de lui à Saint-Cyr, parce que le mec, dans ses yeux, il y a quelque chose, quoi. Il y a un truc. C'est une leçon de vie incroyable. Et dernier petit truc, à la fin de chaque chapitre du bouquin et à la fin de chaque atelier qu'on va faire ensemble, je vous fais un petit récap pour que ce soit plus simple, plus efficace et que vous preniez 2-3 notes et surtout que vous l'appliquiez. Le but du jeu, en fait, c'est que ce truc soit un manuel de vie en quelque sorte, un truc qui peut. Ah, quand un jour j'aurai des gosses, je serais content de leur filer ça, quoi. On me dit, c'est mieux que de jouer à Call of Duty, quoi. En récap, devenir un leader, tout comme devenir entrepreneur, c'est à la portée de tout le monde, du moins en théorie. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ce qui est un peu le problème d'ailleurs, hein, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. N'importe qui peut être entrepreneur, n'importe qui peut être photographe, n'importe qui peut être ce qu'il veut. Maintenant, on peut se fixer des barrières, on peut se fixer des objectifs, on peut se fixer des ambitions. Et c'est quelque part la différence entre quelqu'un qui va réussir et celui qui ne réussira pas, c'est celui qui réussit est capable de s'imposer des choses, se fixer des choses. Et pour ça, il faut passer par des moments compliqués, douloureux. Il n'y a pas le choix, en fait. C'est obligatoire. Obligatoire. Et vous devez faire vos classes. Et le plus dur, c'est de se les imposer soi-même. Et pour faire ça, il faut apprendre l'humilité. Il faut se dire, OK, j'ai des trucs à apprendre. J'ai besoin de me former. J'ai besoin de ramasser. J'ai besoin de comprendre ce que ça fait. Vous prenez un sportif de haut niveau. Prenez un sportif de haut niveau. Moi, j'ai bossé dans un club où j'étais coach avec des joueurs de haut niveau au tennis de table. Et ça a l'air con comme ça, le tennis de table. Bon, ça reste un sport olympique et c'est quand même assez physique. Et surtout, c'est très mental. C'est très psychologique. Vous devez prendre l'ascendant sur la personne en face de vous. Il n'y a pas de logique de qui est le plus fort, le plus gros machin. C'est vraiment celui qui sera le plus malin, le plus résilient, le plus adroit et celui qui ira vraiment au bout. Et quand je m'étais formé, j'avais passé mes diplômes d'entraîneur fédéral. Et du coup, j'étais formé par des gens au CREPS qui étaient hallucinants, qui avaient été coach de l'équipe de France au JO et tout. Ultra intéressant, discussion. Et il y a un mec qui m'expliquait la logique du niveau. Comment on gagne en niveau dans le sport. Pas qu'au tennis de table, dans tous les sports, au foot, au rugby, tout ce que vous voulez. Comment on fait pour gagner en niveau? Pour gagner en niveau, en fait, il montrait avec les mains, c'est très simple. Tu t'entraînes, dur, 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 et tu touches ta limite. Là, c'est ta limite. C'est là, en fait, tu continues, tu refais une série de pompes, tu vomis. Tu refais une série d'abdos, tu tombes dans les pommes. Tu vois l'idée, quoi. On a tous fait une séance de muscu qui est un peu compliquée. Mais tu es obligé de toucher cette limite-là pour être capable ensuite de relever ton potentiel et ton niveau. Pas de problème, Radavero. Marrant ton pseudo. À bientôt. Flavia, ok. Salut Flavia. Euh, donc la question du potentiel. Potentiel. Si vous voulez que votre potentiel il augmente, votre niveau il augmente, il faut à chaque fois pousser ce truc-là. Et pour ça, l'humilité, quoi. Donc, je vous ai parlé de la méthode Légion. C'est efficace, ça a fait ses preuves. Il faut s'en inspirer.
Et le plus dur, c'est toujours de durer sur le long terme. Rappelez-vous la devise du troisième RPIMA, être et durer. Enfin, oubliez la reconnaissance des autres. Concentrez-vous sur vos objectifs. On s'en fout du regard des autres, on s'en fout de ce que pensent les autres. À la fin, ce qui compte, c'est comment vous vous percevez quand vous regardez dans un miroir. C'est pas comment les gens ils vont voir, c'est ce que vous vous en dites. Est-ce que vous êtes satisfait avec ce que vous voyez quand vous regardez dans un miroir? Quand vous regardez ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes content de ça? Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que vous ne rêvez pas à mieux? Je ne dis pas, faut toujours être capable de se satisfaire de ce qu'on a. Mais il faut être aussi capable d'aller chercher plus. Bref, c'était la fin. Ah, on finit avec une petite anecdote, j'ai oublié. Ce qui est rare, ce n'est pas le talent, la compétence ou même la confiance, mais l'humilité, la diligence, la connaissance profonde de soi. Super bouquin que je vous conseille, L'ego et l'ennemi. Il a été traduit en français et il se lit très bien, de Ryan Holiday, qui a un peu repopularisé le concept de stoïcisme et qui est vachement intéressant à lire. Je vous conseille, il a 4 ou 5 best-sellers qui sont tous géniaux. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de responsabilité. Avant ça, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir, sur le récap? Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des... Non? Ok, ben, parfait alors. Difficile de maintenir dans le temps. Bref, yes. Je crois qu'il est sur Netflix, War Machine, il me semble, Caroline. C'est un Netflix. Si t'as piqué le code à quelqu'un. Un bon boost, dit Véronique. Très bien. Va lire le bouquin. Le bouquin. Allez le regarder sur Amazon. Franchement, je le vends pas cher, je l'ai mis à 12 balles. 12 €. PTC, hein, tu peux récupérer la TVA. Il a 12 € sur Amazon en papier et il a 10 € en numérique sur mon site. Merci d'avoir été présent ce soir. Et puis à la semaine prochaine pour le club. Et puis la semaine prochaine, ce sera étude de cas d'un des membres sur son travail. Et ensuite, on continuera les 9 prochains chapitres de ce bouquin. Ça va prendre un peu de temps. Vous voyez, là, on a passé 1h30 ensemble, 1h20 ensemble. C'est cool. C'est cool que ça vous ait plu. Merci pour vos messages dans le chat. Et passez une bonne semaine. À bientôt.